Chers amis, soyez les bienvenus de retour. J'espère que vous avez pu vous reposer un petit peu. Nous allons continuer nos travaux. Nos amis en Nouvelle-Écosse, pour vous rappeler que notre présentatrice va maintenant parler en français. Si vous avez besoin d'interprétation, vous cliquez sur le bouton interprétation en haut, en bas de votre écran et vous choisissez la langue qui vous sied le mieux. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons recevoir Maude Arsenault. Maude Arsenault est responsable au centre de ressources pour les familles des militaires au centre Valcartier. Maude, soyez la bienvenue. En fait, là, je peux me présenter. Je m'appelle Maude Arsenault. Je suis travailleuse sociale au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Et je travaille là, comme intervenante pour les familles des vétérans depuis 3 ans. Et aujourd'hui, en fait, là, je viens parler de la fatigue de compassion, plus spécifiquement chez les proches aidants des vétérans et des militaires. Là. On va pouvoir continuer. D'abord, c'est quoi la fatigue de compassion? En fait, là, la première chose à nommer, c'est que la fatigue de compassion n'est pas un diagnostic en soi. En fait, c'est plus un état de fatigue de compassion ou d'usure de compassion. Là, il y a des personnes qui l'appellent fatigue de compassion ou usure de compassion. Et cette fatigue-là, en fait, là, elle apparaît graduellement chez les personnes qui sont témoins de manière récurrente à une grande souffrance, une grande souffrance, une grande douleur chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que les proches aidants sont plus à risque de vivre la fatigue de compassion. Cette fatigue-là, en fait, là, les personnes qui en souffrent, en fait, là, vont développer une hypersensibilité à la souffrance, à la douleur des autres et à la violence en général. Et quand on a cette hypersensibilité-là à la souffrance, à la douleur, en fait, toute la douleur, la souffrance chez les autres peut nous apporter là, un sentiment de responsabilité, un inconfort. Puis souvent, on va avoir tendance à vouloir s'éloigner ou diminuer notre charge parce que ça devient trop lourd à supporter. En fait, là, quelles sont les manifestations possibles de la fatigue de compassion? D'abord, il y a la fatigue en soi, moins d'énergie, des troubles du sommeil, donc soit durant l'endormissement ou soit de demeurer endormi. Sinon, des réactions émotionnelles fortes, des émotions en dents de scie, en montagne russe, ça peut arriver. Un désir de s'isoler, en fait, là, pour pas ressentir la souffrance des autres. Une apathie, donc une diminution de nos émotions, de la force, en fait, à laquelle on les ressent. De l'anxiété, un état plus dépressif, un sentiment, une diminution du sentiment d'accomplissement. Si on est quelqu'un qui a tendance à aider beaucoup les autres, qui se valorise là-dedans, ça devient souffrant d'aider les autres, bien là, ça peut diminuer notre sentiment d'accomplissement. Même chose, si on est fatigué au travail, on est moins performant, bien ça peut diminuer notre sentiment d'accomplissement. Ça peut diminuer également notre niveau de concentration, diminuer, en fait, nous occasionner des doutes sur nos valeurs, sur nos croyances. Si on s'est toujours considéré comme quelqu'un qui donne beaucoup, qui est bon là-dedans, ça peut nous faire douter si on trouve qu'on est un bon professionnel, puis tout à coup, on est moins performant qu'avant. Ça peut avoir un impact. Et une perte d'intérêt pour des activités qui normalement nous intéressaient. Donc, plus de fatigue, moins d'attrait de vouloir sortir, d'aller voir les gens, de faire nos activités. Ça, c'est les manifestations plus psychologiques, mais côté physique, il peut y avoir une perte ou un gain de poids, des difficultés alimentaires, des douleurs chroniques, des tensions musculaires, des maux de tête, des troubles gastro-intestinaux.
Donc, et toutes ces manifestations-là, en fait, là, il n'y a pas toutes les personnes qui souffrent de fatigue de compassion qui vont le vivre de la même façon. Donc, quelqu'un pourrait avoir plus de maux de tête, avoir plus un état dépressif. Ça dépend des gens, en fait. Donc, par la suite, c'est quoi les facteurs qui peuvent augmenter nos risques de souffrir de fatigue de compassion? Il y en a plusieurs. D'abord, le fait d'être témoin de manière récurrente de la douleur d'autrui. En fait, c'est le point principal là, de la fatigue de compassion. C'est sûr que si tous les jours, notre conjoint a un trouble de stress post-traumatique, puis tous les jours, on passe notre temps avec, on voit sa souffrance, on voit sa détresse, bien, ça peut augmenter nos risques de fatigue de compassion. Ensuite, là, avoir un lien émotionnel avec la personne qu'on aide, la personne qui vit cette souffrance-là. En fait, les deux catégories de personnes qui ont le plus grand risque de souffrir de fatigue de compassion, c'est les intervenants et les proches aidants. Les intervenants, comparativement aux proches aidants, ont une distance émotionnelle avec les personnes aidées. Donc, chez les proches aidants, là, c'est un risque qui est de plus parce que si c'est notre conjoint, notre parent, notre enfant, notre frère, notre sœur, si on est proche aidant, il y a même possibilité là, qu'on habite avec la personne qui est aidée. Donc, ça augmente les risques. Il y a également là, entendre un discours traumatique à répétition. Donc, si, encore l'exemple, notre conjoint a un trouble de stress post-traumatique, puis il nous raconte ce qui s'est passé, lui, il se vide le cœur, puis ça l'aide, puis il y en parle souvent, bien, ça peut être un risque pour nous là, d'entendre souvent ces discours-là. Également, là, avoir une surcharge de travail ou de tâches, que ça soit un travail, notre profession en fait, ou des tâches domestiques, et principalement ressentir une surcharge de ces tâches-là. Tout ce qui est gestion des émotions, gestion du stress, si c'est quelque chose qui est difficile pour nous, ça peut augmenter nos risques. Avoir des attentes élevées envers soi et les autres, parce que souvent, si nos attentes sont élevées, on a plus de chances d'être déçus également, de ne pas se rendre, de ne pas avoir la reconnaissance puis les réussites qui viennent avec. Avoir une réticence à demander de l'aide, avoir vécu un traumatisme antérieur et pour terminer, le dernier facteur de risque, en fait, là, c'est recevoir peu de reconnaissance des autres pour ce qu'on, heu, pour ce qu'on fait, en fait. Heu, En fait, là, ici, c'est une simple citation, là, d'une psychothérapeute qui dit que la fatigue de compassion, c'est l'équivalent d'un burn-out, en fait, pour les proches aidants. Maintenant que j'ai parlé là, des facteurs de risque, mais il y a également là, des facteurs de protection. Et c'est sur ça là, que va principalement être basée là, la présentation aujourd'hui. Donc, ces facteurs de protection-là, puis plus pointus, là, comment on peut augmenter nos facteurs de protection. Donc, le premier, en fait, c'est les habitudes de vie saines. Donc, l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, les émotions positives. Il y a également là, tout ce qui est soutien social et demande d'aide, la gestion du stress et les soins personnels authentiques et viables. Donc, on va revenir sur tous ces points-là. Les 3 seuls, en fait, là, que je vais laisser un peu de côté, c'est, l'activité physique, le sommeil et l'alimentation. C'est moins mon domaine, mais je pensais quand même que c'est important que vous sachiez que ils peuvent avoir un impact. Donc, si c'est quelque chose que vous aimeriez avoir plus d'informations pour avoir des meilleures habitudes de vie là-dessus, bien, vous pouvez aller voir les professionnels dans ces domaines-là. Donc, on va commencer par les habitudes de vie saine, de cultiver des émotions agréables. En fait, là, quand on est proche aidant, on peut assister à beaucoup de souffrance, à beaucoup de douleur, et ça peut être intéressant d'essayer de balancer les stimuli négatifs et positifs qu'on a dans notre quotidien. C'est sûr que si on vit avec quelqu'un qu'on aide, c'est plus difficile de dire que je vais diminuer les stimuli négatifs que je vis en raison de l'aidance que je donne.
Donc, mais il y a d'autres choses qu'on peut essayer de balancer puis de tempérer. Par exemple, tout ce qui est émissions violentes, films qui a beaucoup de souffrance, les réseaux sociaux qui dégagent parfois beaucoup de haine. On peut essayer de les diminuer et de les doser. Même chose pour nos relations interpersonnelles. Si on a des amis qui sont beaucoup dans le négatif, mais quand ça va moins bien, on peut essayer de se retourner vers d'autres amis qui sont plus positifs, sans nécessairement les enlever de notre vie, seulement tempérer ou balancer quand on sent mieux les amis plus négatifs. Il y a également là, dans tout ce qui est activité de loisirs, notre temps pour soi, heu, essayer là de rebalancer avec quelque chose qui nous apporte des émotions agréables, qui peuvent balancer tout ce qui est un peu plus négatif. Ensuite, le soutien social, ça, c'est le deuxième facteur de protection. Donc, c'est quoi le soutien social? En fait, c'est toute relation qui vont m'apporter des émotions, un sentiment d'être supporté, d'être entendu, tout ce qui va nous aider à nous supporter. Donc, et qui peut nous apporter ces sentiments-là? Ben, un peu n'importe qui, en fait, là, que ce soit notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos amis, nos voisins, notre médecin, des intervenants, des proches aidants. Peu importe, là, tant que c'est quelqu'un qui nous supporte puis qui nous apporte des émotions, un sentiment d'être soutenu. Et en fait, là, le soutien social en soi, ben, ça peut nous aider à passer par-dessus des épreuves, des défis, des échecs. Ça peut aider aussi là, à avoir une meilleure gestion du stress, parce que c'est plus facile de passer au travers un défi en sachant que si on tombe, s'il se passe quelque chose, ben, il va y avoir des gens là pour nous aider à se relever. Donc, c'est plus facile de y aller quand on sait qu'il y a des gens pour nous soutenir en arrière. Dans dans le facteur de protection, en fait, du soutien social, il y a également la demande d'aide. Hem, c'est bien de demander de l'aide, puis c'est pas parce qu'on est proche aidant qu'on peut pas demander de l'aide. Au contraire, en fait, on va être un meilleur proche aidant si nous, on a du soutien aussi. C'est pas parce que nous, on a du soutien qu'on peut pas aider. Hem, ça va juste nous aider à mieux aider, en fait, là. Et moi, le truc que je donne, c'est de préparer d'avance c'est quoi nos ressources avant d'en avoir besoin. Parce que si le jour où on en a besoin, il faut faire la recherche, trouver leurs coordonnées, les appeler, ben, ça rajoute des étapes. Puis plus il y a d'étapes entre maintenant et le moment où je vais demander de l'aide, mon moyen de demander de l'aide, mais ça diminue les chances que je me rende jusqu'à là parce que ça va être trop. Si je suis fatiguée, ça va être trop me demander de faire la recherche puis me rendre. Donc, allez chercher, allez fouiller tout de suite, c'est quoi les ressources qui sont disponibles dans votre secteur. Il y a des CRFM, des MFRC partout au Canada. Il y en a 32. Allez voir c'est lequel qui dessert votre région. Même si vous n'habitez pas à côté d'une base militaire, à côté d'un CRFM, tout le Canada est desservi. Donc, votre région est assurément desservie par un CRFM. Trouvez-le, regardez c'est quoi les services qu'il y a là-bas. Euh, tous les CRFM ont des services euh, spécifiques là, selon leurs besoins locaux. Donc, quelque chose qui est donné à Valcartier chez nous, par exemple, n'est pas nécessairement donné à Petawawa. Et le contraire est vrai aussi. Donc, allez voir qu'est-ce qu'ils donnent. Appelez le programme d'aide aux membres, les services d'aide d'anciens combattants Canada, la ligne Info Famille. Il y a SSBSO aussi pour les proches aidants de personnes avec un TSPT, OSIS. Il y a également là, l'Institut Atlas, un beau bottin de ressources qui existent. Au Québec, on a également ce qui est Info Social, Info Santé avec le 811. On a des regroupements de ressources communautaires avec le 211. Donc, les cliniques TSO, il y en a à plusieurs places au Canada. Sinon, des organismes communautaires qui s'adressent aux proches aidants, aux proches de personnes avec un trouble de santé mentale, même si ce n'est pas spécifique au TSPT, ça peut nous apporter du soutien. Donc, allez voir ça avant d'en avoir besoin. Ça va vous aider rendu là si vous en avez besoin.
Donc, le troisième facteur, en fait, là, de protection, c'est la bonne gestion du stress. Puis, pour savoir comment le gérer, il faut savoir d'où ça provient, le stress, premièrement. Donc, qu'est-ce qu'une situation stressante? C'est une situation stressante, c'est une situation ciné, en fait. C'est une situation qui comprend une des 4 caractéristiques, soit le faible contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté ou une menace à l'ego. Donc, toutes les situations de stress qu'on vit ont au moins une de ces caractéristiques-là, c'est sûr. Si je prends par exemple une conjointe dont le militaire part en déploiement, bien, elle n'a pas de contrôle et c'est imprévisible. Et si c'est le premier déploiement en plus, ben, c'est nouveau. Donc, il peut y en avoir un, il peut y en avoir plus dans chaque situation stressante. Et pour certaines personnes, une des 4 caractéristiques peut être plus ou moins stressant. Quelqu'un qui dit: «Moi, les présentations orales, ça ne me dérange pas. Les menaces à l'ego, moi, autodérision, on peut rire de moi, ça ne me dérange pas. Par contre, l'imprévisibilité, c'est vraiment difficile pour moi. J'aime ça savoir ce qui va se passer.» Et vice-versa, quelqu'un pourrait dire: «Les présentations orales, je suis pas capable. Par contre, en situation de crise, je gère vraiment bien.» Donc, chaque personne, est unique, mais c'est les 4 facteurs, qui peuvent stresser une situation. Donc, maintenant qu'on sait qu'est-ce qui fait qu'une situation est stressante, mais, on peut parler là des moyens de gestion du stress. D'abord, les moyens de gestion à court terme. Il y a plusieurs façons de diminuer notre stress sur le moment. La première, c'est faire à croire à notre cerveau que la situation est pas stressante. Donc, penser à quelque chose de joyeux, penser à quelque chose de drôle, essayer de changer notre idée. Notre cerveau, il est capable, en fait, on est capable de jouer des tours à notre cerveau, puis ça, c'en est un. Si on pense à un bon moment, un moment joyeux, bien le corps, il va se mettre peu à peu à oublier qu'est-ce qui est stressant. Sinon, il y a d'utiliser l'énergie mobilisée. La raison pour laquelle on est stressé, c'est que, l'humain a développé la capacité à être stressé en cas de danger. Donc, puis vu il est supposé avoir un danger quand on est stressé, mais le corps produit de l'énergie pour qu'on soit capable de se battre ou de s'enfuir. Mais là, actuellement, au 21e siècle, c'est rare que le stresseur qu'on a nous demande de se battre ou de s'enfuir. Donc, dans ce cas-là, ben, nous, on peut essayer de mobiliser cette énergie-là. Corder du bois, passer la balayeuse, aller prendre une marche, jouer avec les enfants, peu importe, quelque chose qui nous permet de faire retomber l'énergie que notre corps il nous procure parce que ben, il faut, euh, il faut se défendre d'un danger qui ne demande pas d'être défendu, en fait. Là. Sinon, le troisième truc, ça peut être de rire. Quand on rit, quand on est content, notre cerveau, en fait, notre corps sécrète des hormones qui diminuent le stress. Donc, ça peut être un bon truc. Sinon, utiliser la bonté. En fait, là, le cerveau, il n'est pas capable en fait, il ne fait pas la différence entre donner et recevoir de la bonté. Donc, il ne voit pas si je donne un compliment ou si je reçois un compliment, ça fait le même effet sur mon cerveau. Puis ça, c'est un effet qui diminue le stress. Donc, c'est possible de donner de la bonté, puis ça peut diminuer notre stress également. Sinon, il y a également là, tout ce qui est technique de contrôle de la respiration, technique d'ancrage également, qui peuvent, à court terme, aider à diminuer le stress. Maintenant que j'ai parlé de la gestion du stress à court terme, maintenant, c'est quoi les techniques de gestion du stress à long terme? En fait, il y a malheureusement pas de moyen magique pour faire la gestion du stress. Il n'y a pas un moyen unique qu'on peut utiliser pour tous les stresseurs. Mais il y a des moyens de travailler, en fait, sa capacité à gérer son stress par les 3 étapes suivantes, en fait. La première, c'est prendre un moment, tous les jours pour penser à ces stresseurs, pour se dire: «C'est quoi qui m'a stressé? C'est quoi les situations qui m'apportent du stress?» Ensuite, analyser c'est quoi dans cette situation-là, c'est quoi le ciné, c'est quoi la caractéristique qui est stressante là-dedans. Est-ce que c'est le contrôle? Est-ce que c'est l'imprévisibilité? Est-ce que c'est la nouveauté, l'ego? C'est quoi là-dedans qui me cause mon stress?
Et ensuite, de planifier un plan B, de penser à des trucs, à des choses qui me permettraient de diminuer mon stress. Parce que l'inverse du stress, en fait, c'est la résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir puis à se tourner de bord, à aller vers un plan B quand on est dans une situation stressante. Donc, c'est sûr que si on a déjà planifié un plan B, bien, c'est beaucoup plus facile de rebondir si c'est déjà prévu. Et ça, en fait, là, ces trucs-là, plus on le fait, plus on est rendu habitué, mais plus facile ça va être et plus rapide ça va être de la gestion du stress. Mais il n'y a malheureusement pas de formule qui fonctionne avec tous les stresseurs. C'est vraiment cas par cas, puis par pratique et par habitude qu'on travaille sur le stress. Donc, après le stress, le quatrième facteur de protection, en fait, c'est les soins personnels authentiques et viables. Par là, je parle de tout ce qui est du prendre soin de soi, penser à soi. Donc, en fait, ces soins personnels authentiques et viables-là, c'est prendre du temps pour penser à mes besoins, pour penser à mes limites, pour ressortir le positif de mes journées. Et prendre soin de soi, en fait, là, c'est pas quelque chose qui est toujours agréable puis qui fait pour tout le monde. Le classique, là, prendre un bain, faire du yoga, c'est peut-être déstressant, c'est peut-être du prendre soin de soi pour quelqu'un, mais pas pour une autre. C'est pour ça que je parle de soins authentiques et viables parce que c'est propre à chacun qu'est-ce qui va nous faire du bien puis nous procurer des émotions personnelles, là, des émotions positives. Et prendre soin de soi, c'est pas toujours confortable non plus, mais c'est nécessaire. Mettre ses limites, c'est pas nécessairement toujours confortable, mais c'est nécessaire. Donc, dans les prochaines, en fait, là, diapositives, bien, je vais voir avec vous c'est quoi plusieurs façons, plusieurs moyens de prendre soin de soi. Donc, la première, c'est concernant là, la récupération active. En fait, ce principe-là, c'est dire que bien, la fatigue, ça se combat avec la fatigue, mais un autre type de fatigue. Donc, le carton, là, l'image que vous voyez, c'est les différents types de fatigue qu'on peut avoir. Et pour en fait récupérer, il faut en utiliser une autre. Par exemple, une maman qui passe toute la journée à s'occuper des enfants, lève un enfant, descend une marche, va chercher passe le balayeuse, va chercher le linge sale, plie le linge. Ça se peut que sa manière de récupérer le soir, ça soit pas d'aller à la salle de gym parce que de l'activité physique, elle en a fait assez dans la journée. Par contre, s'asseoir sur le divan et écouter une émission, c'est peut-être ça pour elle sa récupération active. Contrairement, quelqu'un qui, au bureau, a passé toute la journée assis devant un ordi, s'asseoir sur son divan, écouter une émission, c'est pas ça sa récupération active, c'est peut-être aller au gym. Donc, c'est savoir c'est quoi sa fatigue pour la combattre par une autre fatigue. Ensuite, je voulais vous parler de l'autocompassion, en fait. L'autocompassion, c'est s'accepter simplement et sans jugement. C'est s'accorder la même sollicitude et bienveillance, la même sollicitude, la même bienveillance, la même compassion qu'on offrirait à quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui est proche de nous. Donc, en fait, là, les 3 attitudes fondamentales pour la fatigue de compassion. La première, c'est se considérer avec bienveillance. Donc, faire preuve de douceur envers soi, autant considérant autant face à nos réussites qu'à nos erreurs. Donc, arrêter là, de se taper sur la tête pour des choses qui sont passées, qui sont déjà faites, puis qu'on pourrait juste avoir de la douceur envers soi. La deuxième attitude fondamentale, c'est reconnaître son humanité partagée. Donc, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à souffrir, on n'est pas tout seul à vivre ce qu'on vit en ce moment. Il y a plein de monde qui le vivent.
on n'est pas isolé là-dedans. Souvent, quand on souffre, on a tendance à croire qu'il n'y a personne qui nous comprend. C'est pas vrai. Il y a des gens qui peuvent nous comprendre. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà vécu. Et la troisième pratique, c'est la pleine conscience. Donc, en fait, là, c'est envisager nos expériences de manière tempérée, ne pas exagérer ou diminuer ce qu'on vit ou ce qu'on ressent. Donc, un peu plus en profondeur sur l'autocompassion. En fait, l'autocompassion, c'est reconnaître notre autocritique, reconnaître que nous souffrons et que notre discours est blessant, reformuler nos pensées jugeantes. Donc, en fait, là, c'est la même psychothérapeute de tantôt là, qui parle de l'autocompassion en disant qu'il faut reformuler. Souvent, quand on fait une erreur, on va avoir tendance à se juger soi-même et à se taper sa tête en disant qu'on n'aurait pas dû faire ça, qu'on n'est pas bon. Mais ça ne changera pas que l'erreur, elle est faite. Oui, on peut la reconnaître, mais il ne faut pas qu'elle prenne plus de place que les réussites qu'on a faites, par contre. Donc, Kristin Neff, en fait, là, une chercheuse sur l'autocompassion, elle parle que tout le monde va en vivre de la douleur, que ce soit par un deuil, par des émotions inconfortables comme la colère, la peine, la culpabilité. Tout le monde va les vivre, ces émotions-là. Par contre, si on essaie de les repousser, c'est là qu'ils vont se mettre à prendre plus de place, puis ça va créer de la souffrance. Donc, c'est pour ça qu'elle dit que la douleur fois la résistance, ça fait de la souffrance. Parce que plus on essaie de repousser ces émotions-là, plus ils vont être grosses. Par contre, si on décide d'accepter que aujourd'hui, je me sens pas bien, je me sens plus anxieuse ou je me sens en colère, puis qu'on se le dit à soi-même, puis on accepte que aujourd'hui, ça se peut que je sois plus anxieuse, bien là, l'émotion, elle va diminuer et éventuellement laisser place à une autre émotion qui va être positive ou négative, peu importe, mais qui va autant avoir le droit d'exister que l'anxiété, par exemple, qui a été vécue juste avant. Je laisse également là, le site Self-Compassion en lien. J'ai laissé également là, certaines ressources et informations complémentaires là, dans les documents sur la plateforme. Vous pouvez aller voir là, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Il faut aussi savoir là, que l'autocompassion, c'est une chose qui se pratique. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Donc, excusez. Donc, en fait, là, cette image-là, c'est les 3 attitudes fondamentales que j'ai parlé tantôt. Donc, excusez-moi. Si on poursuit, en fait, là, c'est quoi la différence entre l'autocompassion et l'estime de soi? En fait, l'estime de soi, l'estime de soi, c'est le jugement qu'on se porte à soi-même. Donc, est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis une bonne professionnelle? Un bon parent? Un bon conjoint, une bonne conjointe? C'est l'estime qu'on s'accorde. Et l'estime de soi, en fait, là, ça peut fluctuer avec le temps. Si j'ai eu une mauvaise journée, j'ai pas bien travaillé, j'ai fait des erreurs, mais ça se peut que mon estime professionnelle soit plus basse aujourd'hui, puis que demain, j'ai un projet qui a réussi au travail, bien là, mon estime peut être plus haute. Ça, mais contrairement, l'autocompassion, elle, ça peut se pratiquer, peu importe si mon estime est haute ou pas. Fait peu importe si j'ai une mauvaise estime de moi aujourd'hui, je peux pratiquer l'autocompassion. En fait, l'autocompassion, c'est aussi s'accorder le droit d'être imparfait. Donc, si j'ai eu une grosse journée, que je suis arrivée à la maison, je suis irritable, je suis fatiguée, puis les enfants, ils me demandent beaucoup, ils me parlent, ils m'appellent, puis finalement, je me rends compte que j'ai été impatiente avec les enfants, mais je peux me dire que j'ai eu une grosse journée, puis j'aurais pas dû répondre bête à mes enfants, puis j'aurais dû être mieux, mais
j'ai pas fait exprès, puis je vais aller m'excuser. Ça, c'est un discours d'autocompassion, en fait, parce que je me donne le droit, euh, pas nécessairement d'être méchant avec mes enfants, mais je me donne le droit de sentir ma culpabilité d'avoir répondu moins bien avec mes enfants, par exemple. Donc, comment on peut avoir de l'autocompassion, en fait, envers soi? J'ai ici là, une petite liste. C'est pas une liste exhaustive, en fait, là, donc c'est plusieurs exemples. D'abord, là, accepter ses émotions, toutes ses émotions. Accepter ses limites. Accepter que, en fait, de mettre ses limites. Accepter ses capacités qui peuvent être différentes tous les jours. Être attentif à ces signaux, aux signaux que notre corps nous envoie. Nos émotions aussi sont des signaux que notre corps nous envoie. Là. Il faut les écouter, ils sont là pour une raison. Il faut aussi répondre à ces signaux-là aux besoins. Aussi, une autre façon d'avoir de la compassion envers soi, c'est de reconnaître ses réussites. Il faut aussi reconnaître ses erreurs et ses échecs, mais il ne faut pas nécessairement que nos échecs et nos erreurs prennent plus de place que nos réussites. Et finalement, la dernière là, façon d'avoir de l'autocompassion, c'est de remettre aux autres ce qui n'est pas dans notre contrôle, de seulement prendre la responsabilité des choses que nous, on contrôle. Donc, ensuite, une autre façon de prendre soin de soi, c'est d'apprivoiser l'impuissance. Donc, en fait, là, l'impuissance, c'est une émotion que beaucoup de proches aidants ressentent parce que la maladie ou le trouble de la personne qu'on aide, on n'a pas de pouvoir dessus. Ça, c'est une émotion qui crée beaucoup de frustration, de colère, de souffrance chez les proches aidants, chez les proches de la personne, parce qu'on aimerait donc bien ça pouvoir l'aider. Parce que c'est difficile de voir quelqu'un qu'on aime souffrir sans avoir la possibilité d'y enlever cette souffrance-là. Puis vous n'êtes pas les seuls à le vivre si c'est le cas, cette impuissance-là. La majorité des proches aidants le vivent. Puis des fois, la meilleure chose à faire, c'est d'accepter que ben, tout ce que je peux faire, c'est décider qu'on va s'asseoir les deux ensemble dans cette impuissance-là, dans cet inconfort-là, puis qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais on va le faire ensemble. Et le dernier point que je voulais parler avec vous là, concernant les soins personnels authentiques et viables, c'est de faire sa comptabilité humaine, en fait. Parce que, comme la comptabilité financière, on a besoin d'entrée et de sortie, en fait. Là, si on est quelqu'un qui donne beaucoup, 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 puis qu'on ne reçoit jamais, mais à un moment donné, on n'aura plus d'énergie, on n'aura plus la capacité de continuer à aider. Il faut recevoir du remboursement pour être capable de continuer à aider à long terme. Et il y a des personnes qui ont plus une tendance à donner et d'autres qui ont plus une tendance à recevoir. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, ça dépend de la personnalité ou de l'éducation de la personne. Et donc, si on donne et on espère que le remboursement qu'on va avoir nous soit donné par l'autre, ça se peut qu'on attende longtemps. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de se rembourser soi-même, de prendre du temps pour soi, de mettre ses limites. Ça, c'est des façons de se rembourser. Donc, si on se rembourse soi-même, si on est remboursé en fait, là, puis qu'on réussit à avoir une meilleure balance du donner et du recevoir, mais c'est là qu'on va être capable à long terme de continuer à aider. Donc, on s'en vient là sur la fin, en fait, de la présentation du sujet.
Puis, il y avait des petites choses que je voulais que vous gardiez en tête. Donc, d'abord, la fatigue de compassion. Si vous vivez de la fatigue de compassion, vous n'êtes pas responsable de ça. Vous n'êtes pas faible non plus parce que vous vivez de la fatigue de compassion. Et vous n'êtes pas seul. Parlez-en à vos proches, parlez-en à des proches aidants, à des intervenants. Restez pas isolés, restez pas seul là-dedans. Il y a des personnes qui peuvent vous aider. Et les dernières choses que je voulais que vous gardiez en tête si vous pensez souffrir de fatigue de compassion, c'est qu'il est important de reconnaître les situations qui vous drainent de la compassion, les situations qui sont stressantes, qui vous fatiguent, les situations qui provoquent une surcharge. Et pour finir, en fait, là, s'il y a une situation qui est stressante, sortez cette situation-là. Pas obligé d'être longtemps, ça peut être d'aller prendre l'air 5 minutes, mais sortez de cette situation-là avant de revenir, puis ça va vous aider. Donc, en fait, là, j'ai fait le tour de ma conférence, de l'information. Puis, je voulais commencer là, la période de questions par 3 questions qu'on m'avait déjà transmises là, dans les inscriptions. Donc, pour commencer, là, il y a quelqu'un qui demande comment pas rester pris au piège dans le traumatisme de son être cher, comment lâcher prise. Bien, en fait, ça, c'est toute la partie du soin personnel authentique et viable, en fait, pour être capable à long terme d'aider son conjoint puis de ne pas se fatiguer ou de ne pas tomber dans son trauma, c'est d'accepter ses limites, d'accepter ses besoins, de mettre ses limites aussi. Si votre conjoint parle souvent de ses traumas, mais vous, en tant que proche aidante, en tant que conjointe, vous n'avez pas nécessairement la formation ou la distance émotionnelle pour vous protéger de ça. Fait que vous pouvez mettre vos limites. Et des fois, il y a des personnes qui me demandent, qui me disent: «Oui, mais moi, j'ai été éduquée que de dire tout le temps oui, de ne pas refuser d'aider. Mettre sa limite, ça ne veut pas nécessairement dire non. Des fois, c'est dire oui, mais on peut en parler de, de ce que tu as le goût de parler, mais j'aimerais que tu m'avertisses avant de me nommer des événements traumatiques. Ou j'aimerais qu'on en parle, mais qu'on cédule un moment qui, moi, me convient mieux, où je me sens d'attaque, où je me sens solide pour supporter ces événements-là. Donc, prendre du temps pour soi, mettre ses limites, aller demander de l'aide. C'est pas parce que le proche aidant n'a pas de trouble de stress post-traumatique qu'il n'a pas nécessairement besoin de soutien autour pour être capable de supporter puis de continuer à aider. C'est un peu tout ce que j'ai dit un peu dans la conférence là, de prendre soin de soi puis de s'assurer qu'on a ce qu'il faut autour de soi. J'avais également là, les 2 questions concernant les ressources qui sont disponibles ou qui sont pertinentes pour les proches aidants de personnes qui ont un TSPT. En fait, là, tout ce qui peut être pertinent à voir, s'outiller, se renseigner sur c'est quoi les symptômes, c'est quoi les signes avant-coureurs du TSPT, c'est quoi les réactions que ça peut avoir un TSPT. Donc, tout ce qui est psychoéducatif sur le TSPT, ça peut être très pertinent pour les familles de savoir ça. Également, là, j'ai nommé plusieurs ressources tantôt là, qui peuvent être intéressantes. Aller voir c'est quoi les ressources qui sont proches. Je sais qu'au CRFM de Valcartier, nous, on est spécialisé dans tout ce qui est BSO, ASIS, tout ce qui est TSPT. Comme je disais, les CRFM n'ont pas tous les mêmes spécialités, mais aller voir c'est quoi qui approche tout ce qui est avoir des ressources spécialisées, ça peut aider. Donc, j'ai fait mes 3 questions que j'avais déjà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Maude, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maud. C'était extraordinaire.
C'était une présentation excellente, beaucoup d'informations. Je me rappelle avoir visité Valcartier quand j'étais en Asie du Sud et j'ai parlé avec les membres du Royal Vengevalmaja et leur famille. Et en ce temps-là, je ne connaissais pas la compassion ou la fatigue de la compassion. Maintenant, je le sais. Et encore une fois, une leçon apprise, on n'est pas seul. Les ressources sont là. Soyez gentils à l'égard de vous-même et obtenez l'assistance. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à Maud d'avoir répondu à beaucoup de questions. Je sais que nous avons 2 autres questions dans la session questions-réponses et nous ferons de notre mieux pour avoir quelques réponses à vos questions. Allez sur les cabines ou bien les pavillons des intervenants. Voyez les ressources pour voir ce qui est partagé avec nous. Et en fait, notre espoir avec ces questions, c'est de nous informer, d'informer notre travail, informer les prochaines conférences et webinaires et informer le travail que nous effectuerons à l'avenir. Donc, nous sommes reconnaissants de votre participation aujourd'hui et je vais maintenant la parole à vous, Bolly. Je sais, nous avons des expériences, nous avons vécu cette fatigue de la compassion. Et bien que vous la connaissez, mais souvent c'est plus facile à dire que de le faire pour atténuer ses effets. Donc il est important d'avoir de l'autocompassion, d'avoir cette sensibilité. C'est un beau message, notamment en tant qu'aidant d'aidant ou de soignant. On se met dans cet endroit de compassion, mais on s'occupe pas de nous-mêmes de la même manière que nous le faisons pour nos membres de nos familles. Et avant de vous entendre, je m'en souviens une citation que j'ai entendue il y a quelques années et qui m'est restée au fond de la tête. Il est impossible de sécher les larmes de quelqu'un sans se mouiller les mains, sans se mouiller les doigts. Voilà. Je pense ce qui est resté dans ma tête. Tout me parlait dans la présentation de Maud aujourd'hui, sa référence en utilisant l'analogie par rapport au compte financier. Si vous retirez tout le temps de l'argent de votre compte, alors un tôt ou tard, vous n'aurez plus d'argent. C'est ça. C'est la même chose pour la personnalité. Vous continuez à écouter, à un certain moment, vous drainez toute votre énergie. Vous n'aurez plus la capacité de supporter ce que vous écoutez. Vous allez être une éponge. Et cette éponge va être à un certain moment trop remplie d'eau, trop remplie, et elle ne pourra plus retenir. Vous allez dégager des émotions. Alors, vous savez, elle avait parlé également de l'appui social ou le soutien social. Et ceci est très important parce que mon mari n'était pas disponible. Et il n'était pas disponible parce que sa tête n'était pas là, parce que sa tête n'était pas avec nous, parce que son parcours était difficile. Et quand ce que je lui donnais, il ne me le redonnait pas. Et quand j'allais vers lui, je ne trouvais pas cette assistance. J'ai découvert maintenant qu'il y a un soutien social et je suis ravie d'avoir ce soutien social que j'ai actuellement. Réfléchissez à ces moments. Maud nous a donné beaucoup à réfléchir, beaucoup. Et encore une fois, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant longtemps. Et donc, encore une fois, merci. Je sais que pour moi, c'est vraiment ça m'a éclairé. J'ai pu voir beaucoup de choses quand on parlait de mon PTSD, de mon traumatisme, de ma guérison et de ce parcours. Ma famille passe également par son propre parcours. J'imagine juste l'énergie importante que nous avons mis qu'ils ont mis, que ma famille a mis pour s'occuper, pour répondre à mes besoins. Et vous savez, où est-ce que je devrais m'arrêter pour que leurs besoins commencent? Et j'arrive même pas à imaginer quel a été ce parcours pour vous de naviguer les frustrations et même les peurs. Est-ce que ceci va s'arrêter? Qu'est-ce qui va se passer? C'est tous ces questionnements que vous avez tout le temps. Merci d'avoir partagé vos histoires et la présentation de Maud a beaucoup
en fait, c'est comme si en fait vous buvez de l'eau d'une rivière. Il y a beaucoup de choses. Et donc, comme je l'ai dit sur la plateforme, vous avez toutes les ressources. Prenez-les, utilisez-les, digérez-les, lisez-les dans votre temps libre. Et voilà.